19h45 à la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 4 décembre 2018. Je vous donne lecture de ces communiqués de presse de Amnesty International. Les autorités du Niger doivent libérer 2 défenseurs des droits humains détenus arbitrairement depuis 8 mois pour avoir simplement exercé leur droit à la liberté d'expression, a déclaré Amnesty International à la veille du verdict du procès de l'un d'entre eux. Le tribunal de Zander à l'est du pays doit prononcer ce mardi 4 décembre le verdict du procès de Yahaya Badamassi, coordinateur régional Alternative Espace Citoyen, une organisation de la société civile. Son procès avait été ouvert, il avait bénéficié d'un non-lieu fin août, mais le procureur a fait appel de la décision et il demeure en détention. Badamassi a été arrêté et incarcéré uniquement à raison de ses activités pacifiques de défense des droits humains. Il doit être libéré immédiatement et sans condition, a déclaré Kiné Fatim Diop, chargé de campagne pour l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International. Les autorités doivent veiller à ce que les militants puissent mener leur activité légitime de défense des droits humains sans restriction ni crainte de représailles. Depuis son arrestation le 25 avril dernier à Zender, Badamassi a été inculpé d'abord pour organisation et participation à une manifestation interdite et destruction des biens publics. En juin, le procureur a ajouté les chefs d'inculpation de participation à un mouvement insurrectionnel et conspiration contre la sécurité de l'État. Un autre activiste, Sadat Ilia Malan, attend toujours son procès non encore programmé depuis son arrestation dans la ville de Zender le 18 avril dernier. Il est le coordinateur régional du mouvement patriotique pour une citoyenneté MPC, une autre organisation de la société civile. Il a été inculpé de participation à un mouvement insurrectionnel et de conspiration contre la sécurité de l'État. L'inculpation de 2 activistes est liée aux manifestations organisées dans différentes régions du Niger contre la loi de finances 2018. Elle prévoyait des mesures d'austérité et de nouvelles taxes pour les petits commerçants et les ménages modestes. Le 6 mai dernier, Yahaya Badamassi et Sadat Ila Damalan ont tous les deux été transférés vers les prisons de Magaria et de Matamé, respectivement à 80 et 70 km de Zender. Alors que le Niger s'apprête à fêter l'anniversaire de son indépendance dans la ville de Zender le 18 décembre prochain, les autorités doivent montrer leur attachement aux droits humains en mettant fin aux poursuites contre Yahaya Badamassi et Sadat Ila Damalan et en les libérant immédiatement et sans condition, a déclaré Kiné Fatim Diop. Début de solution aux différentes revendications du mouvement des gilets verts, des gilets jaunes qui secouent la France depuis quelques jours. En effet, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé la suspension des taxes sur le carburant, mais les gilets jaunes entendent continuer le combat jusqu'à satisfaction. Allons à la découverte de ce mouvement gilets jaunes en France. Ils sont considérés comme des invisibles, issus des villes périphériques de la classe moyenne, avec un faible pouvoir d'achat. Ces hommes et femmes, après une annonce du gouvernement français d'une éventuelle augmentation du prix du carburant, a décidé de taper le poing sur la table et engage ainsi le mouvement appelé Gilets jaunes. Jaunes pour plus de visibilité et dire qu'ils sont là et qu'ils ont également droit à une vie décente et demande au gouvernement français de surseoir sur un certain nombre de mesures, surtout concernant le pouvoir d'achat du français moyen. Pris à la légère à son début, le mouvement a gagné du terrain. Beaucoup de personnes se sont senties concernées et ont décidé de marcher malgré la répression policière. La rue a finalement eu raison, dit-on. Le pouvoir appartient au peuple. Après 3 semaines de mouvement, ce mardi 4 décembre a été pratiquement consacré par le Premier ministre français Édouard Philippe
à la recherche de solutions et annonce la suspension des taxes sur le carburant pour une durée de 6 mois. Edouard a également été devant les députés français pour une série de questions-réponses sur les différentes revendications des Gilets jaunes. Pour les Gilets jaunes, les mesures annoncées par le Premier ministre français n'est que du folklore et maintiennent la marche du samedi prochain. Notez que le mouvement Gilets jaunes, en 3 semaines d'activisme, a fait 4 morts, 700 personnes blessées, plus de 1000 personnes interpellées ou arrêtées et plusieurs dégâts à coût de plusieurs millions d'euros. Et le bilan politique affiche un tableau noir pour le président Macron et son premier ministre Philippe Edouard. Ces mouvements des Gilets jaunes a suscité la réaction de certains acteurs de la société civile nigérienne. En effet, pour l'un des membres du cadre de concertation et d'action citoyenne luttant contre les mesures antisociales contenues dans la loi de finances au Niger, ce mouvement doit interpeller les décideurs politiques nigériens tout en servant de leçon aux concitoyens. Suivant les explications de RHG Salissou Amadou, membre du cadre de concertation et d'action citoyenne. Par rapport à ce qui est en train de se passer en France, c'est exactement le train de vie. Les gens ne peuvent pas supporter. Et ce qu'on est en train de dire, ça fait longtemps. Ce qu'on est en train de dire, ce qu'on est en train de revendiquer. Maintenant, il ne faut pas qu'on fasse la politique d'Autriche. Maintenant, à ce qui concerne nos gouvernants, que eux, tout ce qu'ils pensent, ça veut dire que la différence, comme disait l'autre, on peut faire des institutions fortes, mais on ne fait que, même si par ailleurs, vous faites des dinosaures qui sont appuyés par des coquilles vides, ça ne pourra pas marcher. Macron, ça veut dire qu'il est en train de se faire tout petit. Parce que dans tous les cas, même le programme qu'il a fait pour ses voyages, il avait annulé ça. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, ça veut dire qu'il a touché là où il ne fallait pas toucher. Et il a vu la réalité sur le terrain. Et que dans tous les cas, ça veut dire que par rapport à la force qui est en train de servir aujourd'hui, je ne sais pas que ça nous réjouit, mais l'histoire nous donne raison. Parce que par rapport à ce qu'on est en train de dire. Mais ici, maintenant, vous allez voir tout simplement, les gens sont en train de faire la politique politicienne. Dans tous les cas, quand on sort, maintenant, le politique va dire que non, nous encore pas sortir et vont montrer que nous, on pourrait plus nombreux. C'est pas question de nombreux, c'est pas question de minorités. C'est question de bon sens. Parce que dans tous les cas, même si c'est un seul individu que vous êtes en train de gérer et que lui, il a ce mot à dire et qu'il n'est pas d'accord, vous devrez l'écouter. En ça, on dit, c'est Allah. Les gens ont pris conscience. C'est pour que dans tous les cas, les gens savent très bien qu'aujourd'hui, personne ne peut lutter à leur place. Ce sont eux qui devraient sortir pour lutter. Et qu'à juste titre, ça veut dire que s'ils luttent, c'est pour eux-mêmes. Dans tous les cas, on lutte pour quelqu'un. Je pense que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait en fait une prise de conscience collégiale à tous les niveaux. Et que si on dit de sortir, que tout le monde doit sortir pour dire dans tous les cas non par rapport à ce qu'on est en train de faire. C'est tout ni plus ni moins. Dans tous les cas, vous allez voir, tout de suite maintenant, le politique il est obligé de faire attention, il faut revenir par rapport à ce qu'on est en train de faire pour que dans tous les cas, on ne peut pas continuer à extraire ou du moins à faire de n'importe quoi sur la population nigérienne. Je pense que ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens doivent faire attention parce que les signaux rouges sont en train de clignoter. Le Centre national de transfusion sanguine, CNTS, censé assurer la disponibilité permanente du sang, fait face à un manque de sang pour faute de donneurs volontaires qui se font rares. Qu'est-ce qui explique cette rareté des donneurs volontaires? Élément de réponse dans ce reportage signé Areta Salam. Le don de sang consiste à prélever du sang à un donneur pour le transfuser à un malade par transfusion sanguine. Aucun traitement ni médicament ne peut remplacer les produits sanguins. Certaines situations d'urgence nécessitent des transfusions sanguines comme les accidents et les accouchements. C'est pourquoi le don de sang, qui est cet acte de générosité très important, permet de sauver des vies. Au Centre national de transfusion sanguine, ce liquide précieux manque énormément car les donneurs volontaires se font rares. Nous avons des difficultés pour approvisionner les formations sanitaires en produits sanguins. À titre d'exemple, le taux de satisfaction des produits sanguins au niveau de Niamey est seulement de 53%. Ça veut dire que 47% des besoins ne sont pas satisfaits. Et c'est très grave. C'est très grave. Les cliniciens, les personnes qui sont dans les milieux hospitaliers savent de quoi je parle. Ça veut dire qu'il y a des enfants en souffrance, des femmes en souffrance, ou des accidentés, ou des cas de chirurgie qui doivent attendre parce qu'il n'y a pas de sang disponible. Il n'y a pas de sang disponible, donc nous devons faire appel à des donneurs qu'on appelle des donneurs familiaux. Ces donneurs familiaux, idéalement, on ne devrait pas les avoir. Le taux de donneurs familiaux
par exemple, au niveau national, est de 60%. C'est énorme parce que les normes en transfusion voudraient que ce taux soit de 0%, qu'il n'y ait pas de donneurs de famille, qu'il y ait beaucoup de donneurs volontaires, beaucoup de gens qui viennent donner pour nous aider à approvisionner. Par manque de moyens, le Centre national de transfusion sanguine n'arrive pas à bien mener des actions de sensibilisation visant à conscientiser la population pour faire ce geste qui sauve des vies. Si on arrive à avoir suffisamment de moyens pour mobiliser la population, pour qu'elle vienne faire un don de sang, je pense qu'on pourrait régler une partie du problème. Parce qu'actuellement, il y en a même qui ne savent pas qu'il existe un centre de transfusion sanguine. Ils pensent toujours que c'est l'hôpital, enfin, ils n'ont pas très bien compris. Donc, je pense que nous sommes surtout confrontés à un problème de sensibilisation de la population. Et on voudrait justement mettre l'accent pour que, vraiment pour renforcer nos capacités en mobilisation des donneurs de sang, pour que les gens comprennent et viennent donner. Dans les grands principes du don de sang, ce liquide précieux ne peut être vendu. Pourtant, beaucoup de patients disent avoir acheté du sang. Par conséquent, toute personne qui aurait acheté une poche de sang doit le dénoncer en informant les autorités et ou le Centre national de transfusion sanguine avec des preuves à l'appui. L'anémie est une maladie qui se caractérise par une insuffisance des globules rouges sains dans le sang. Cette maladie est très fréquente ces derniers temps. Qu'est-ce qui explique cela? Suivez ce reportage de Nafisa Touzakou. L'anémie est une affection qui se manifeste par un manque de globules rouges dans le sang. Cependant, les causes de cette maladie sont multiples, mais la carence en fer est la plus fréquente. Les globules rouges, normalement, ils durent 120 jours. Alors, s'ils durent 60 jours, 100 jours, 80 jours, il meurt, vous êtes d'accord que dans notre sang, il y aura moins de globules rouges et la personne va avoir de l'anémie. Par exemple, quand vous avez les palus, le parasite du palu qui vous infeste, il va détruire vos globules rouges. Alors, il n'arrive pas à leur terme de 120 jours. Voilà pourquoi ceux qui ont le palu, surtout les enfants, développent toujours l'anémie. Elle peut aussi être due à une perte abondante de sang. Par exemple, une hémorragie. Vous faites un accident, vous coupez peut-être un vaisseau, le sang, vous allez perdre du sang. Vous êtes d'accord avec moi, quand vous perdez du sang, vous perdez une quantité énorme de ces globules rouges. Ça aussi, il y aura une diminution de ce nombre de globules rouges et vous pouvez être anémique. Pour que le globule rouge soit fabriqué au niveau de la moelle osseuse, ça a besoin des éléments indispensables et qui sont dans la majorité des cas apportés par l'alimentation. Par exemple, le fer. Par exemple, les femmes, dès qu'elles tombent enceintes, jusqu'à pratiquement après l'accouchement, on leur demande toujours de prendre du fer pour accompagner, c'est pour renforcer la fabrication de globules rouges. L'anémie n'est pas une maladie en soi, mais plutôt un état attribuable à d'autres troubles de santé. Alors, quelles sont les conséquences de cette maladie? Il faut comprendre l'anémie comme étant une conséquence de quelque chose. Et elle se manifeste par deux signes principaux, c'est-à-dire des signes cutanés et des signes cardiovasculaires. C'est-à-dire le signe cutané, c'est des choses, d'abord la pâleur. Vous allez voir le conjonctive, le muqueuse, les teguments qui sont pâles. Au lieu que quand vous regardez la conjonctive, qu'elle soit colorée en rouge, elle devient pâle, un peu blanc. Il y a aussi la peau qui devient sèche. Il y a le poil et les cheveux qui vont devenir très fins. Il y a les ongles, n'est-ce pas, qui vont devenir fragiles et cassants. Et des signes cardiovasculaires, c'est des dyspnées, c'est-à-dire des difficultés à respirer. Vous avez des difficultés dès que vous faites un petit mouvement, une petite activité physique, dès que vous marchez, vous vous étouffez, vous avez du mal à respirer. Vous avez une tachycardie, votre cœur qui va fort. Vous avez des édèmes du membre inférieur. Les personnes les plus exposées, d'abord la femme. La femme, elle est parce que des natures, vous savez, la femme, chaque mois, elle perd du sang à travers les règles. Au moment de la grossesse, imaginez quand une femme est enceinte, pratiquement son besoin double. Il y a d'abord son besoin, elle, la maman, mais aussi les besoins du bébé, c'est-à-dire du fœtus qu'elle porte. Il y a des personnes qui sont des malades, qui ont des maladies qui touchent les globules rouges, il y a les drépanocytoses. Les drépanocytoses, c'est une maladie qui touche les globules rouges et elle peut raccourcir la durée de vie des globules rouges. C'est pour ça qu'on dit que ça peut être un des facteurs. C'est pour ça que les drépanocytoses sont permanemment anémiques. Pour pallier à cette maladie, il est conseillé de consommer beaucoup d'aliments riches en fer chez les femmes et protéger les enfants contre le paludisme, surtout les enfants drépanocytaires.
On les rencontre sur la plupart des carrefours de la capitale. Ce sont les mendiants, la plupart des handicapés, une situation très mal vue par la société. C'est pourquoi la Fédération nigérienne des personnes handicapées s'active pour faire sortir ces infirmes dans la mendicité. Suivez ce reportage de Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Phénomène social, la mendicité gangrène notre société. À tort ou à raison, certaines personnes estiment que cette pratique est le domaine de prédilection des infirmes. Pour ainsi couper court à tout cela, que la Fédération nigérienne des personnes handicapées, FNPH, s'investit pour renverser la tendance à travers des initiatives. Nous avons été à la base de l'éducation des enfants handicapés ici au Niger. Le mouvement associatif, la première école pour personnes aveugles a été créée par une de nos associations, Union nationale des aveugles du Niger. Et nous avons aussi été à la base de la formation des artisans handicapés ici à Niamey et un peu partout au Niger. Et nous avons été plus loin, nous avons amené des organisations qui interviennent dans le domaine du handicap, telles que CBM depuis 1984, telles que Humanité Inclusion, autrefois appelée Handicap International, depuis les années 2000, à soutenir nos initiatives pour sensibiliser les personnes handicapées et leur donner une formation pour abandonner la mendicité et se tourner résolument vers l'autopromotion et l'autonomisation des personnes handicapées. Mettre fin à la mendicité des handicapés, cela est bel et bien possible si l'État met les moyens. D'où cet appel de la fédération. L'évolution est positive, vous pouvez le remarquer, mais elle est très lente. Elle se remarque seulement dans les grandes villes du Niger, je dirais même dans les chefs-lieux des régions, alors que nous avons 83% des personnes handicapées qui vivent dans les zones rurales. Et c'est là où se trouve la discrimination, la négligence, l'isolement, parfois même la violence et la maltraitance des personnes handicapées. Et nous, à la Fédération nigérienne des personnes handicapées seulement, les ONG seulement, on ne peut pas. Il faut le soutien du gouvernement et le soutien au plus haut niveau. Nous attendons des actes concrets. Les actes concrets, ça veut dire le rehaussement de financement de la part du gouvernement des activités des personnes handicapées. Nous attendons aussi l'adoption de la loi sur l'égalité des chances des personnes handicapées qui nous permettra de combattre les discriminations fondées sur le handicap et de former beaucoup plus de personnes handicapées et de donner à beaucoup plus de personnes handicapées des chances de s'autosuffire et d'aller vers une véritable autonomisation. L'infirmité n'est pas une fatalité. Tendre la main est synonyme de bassesse, comme le dit la religion islamique. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. 0-0, c'est le score final du match retour entre l'AS Garde nationale du Niger et Husseina d'Agadir du Maroc dans le cadre du tour éliminatoire de la Coupe de Confédération africaine. Avec ces scores, l'AS Garde nationale est ainsi éliminé de la compétition. Après les deux matchs suivants, le coach, l'entraîneur de l'AS Garde. Vu les conditions dans lesquelles ces éliminatoires se sont préparés, et les regrets, c'est d'avoir encaissé 4. C'est beaucoup. C'est d'avoir encaissé 4. Mais on se réjouit aussi d'avoir donné une opportunité à ces jeunes sur lesquels personne n'y croyait. Personne n'y croyait, mais qui ont pu accrocher cet adversaire qui n'est pas du tout mauvais, de Hassania et Union sportive du Maroc. Donc, les regrets, c'est d'avoir, on pensait franchir le premier cap, on ne l'a pas fait. Et regret, on a pris 4 en compétition africaine. C'est aussi lourd, ça ne s'efface pas, ça restera toujours gravé. Et les regrets aussi, c'est de n'avoir pas gagné sur nos installations. On espérait faire mieux. Au-delà, on savait que la qualification était difficile, mais on pensait que la victoire sur nos installations allait être possible. Mais que voulez-vous, ils ont tout donné. Ceux qui ont dans les jambes, ils les ont donnés. Et dommage que c'est la compétition officielle qui nous a servi et de compétition de correction. On a joué la phase aller directement, la compétition officielle, et où il fallait éliminer un adversaire, mais c'est ça qui nous a servi de référence. Mais on a pu corriger certaines lacunes, on a pu éviter les buts.
C'est aussi une avancée. Dans les premières 20-25 minutes, on était proche de la surface de l'équipe adverse. Et après, c'était équilibré. Et même on a passé quelques situations sur balle arrêtée, surtout de l'équipe de Niger. Et bon, et deuxième période, on a essayé de gérer le match, d'avoir un contrôle calme, serein. On savait qu'on avait 4 buts de cartes. Et aussi, on a un match important le prochain week-end avec un déplacement aussi. On essaye de gérer la situation, de ne pas avoir des joueurs blessés, des joueurs suspendus. Malheureusement, on a pris un joueur avec un double carton, on était à 10. C'est pour ça que surtout les dernières 20 minutes, on a essayé de gérer la situation. Et il faut dire qu'on a eu en face une bonne équipe, une belle équipe qui a joué vraiment en fair play les 2 matchs. Mais bon, la Coupe d'Afrique et les matchs pour élimination sont comme ça. Dès que tu prends un avantage, il faut savoir gérer les deuxièmes matchs. On savait qu'on venait ici avec un avantage important. Il faut être intelligent de gérer ça. On a géré les efforts, on a géré tout. Et déjà, il faut qu'on pense à les prochains tours et, comme je dis, les championnats nationaux, la Botola. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.